Bienvenue dans Vibes. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'un acteur essentiel de l'hôpital, souvent dans l'ombre, mais toujours au cœur de l'action. Mon invité, c'est le chef du service de brancardage de l'hôpital de Jolimont. Entre urgence, coordination et lien humain, il nous emmène dans les coulisses de ce métier indispensable. Installez-vous, détendez-vous, c'est l'heure de Vibes. Bonjour Brian, donc tu es le chef des services de brancardage ici à l'hôpital de Jolimont. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? En quelques mots, comme tu viens de le dire, Brian Gossens, responsable de l'équipe de brancardier de Jolimont, et je suis aussi responsable de la morgue. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Comment t'es arrivé jusqu'ici à Jolimont? J'ai un parcours plutôt atypique, je ne sors pas de l'école d'infirmier, j'étais plutôt dans la logistique. Alors j'ai commencé ma carrière dans la logistique pour une boîte japonaise. Ensuite, je suis passé dans la logistique internationale via le transport routier, dans une firme familiale en sous-traitance pour ArcelorMittal. J'ai travaillé dans ce domaine une quinzaine d'années. Et suite au Covid, j'ai décidé de changer de voie et j'ai eu l'opportunité de postuler pour un poste ici sur l'hôpital de Jolimont. Ça s'est plutôt bien passé et je suis rentré juste après le Covid, c'était mars 2023, je pense. Et quand tu parles de ton métier aux gens, est-ce qu'ils comprennent vraiment ce que tu fais au quotidien? Alors il faut savoir que pour la plupart des gens, le brancardage, c'est un peu un métier de coulisses. On n'est pas spécialement au premier plan. Mais moi, ce que je dégage de ça, c'est qu'on a un rôle clé dans l'organisation de l'hôpital et on s'occupe des déplacements patients, du bon fonctionnement logistique de l'hôpital. De ce que j'entends par là, c'est surtout coordonner les équipes, que ce soit dans la répartition des tâches, des trajets. Pour moi, je dois gérer les plannings, les pauses, les remplacements. Je dois aussi veiller à la ponctualité des déplacements. Je dois garantir la sécurité et le confort du patient, s'assumer des règles d'hygiène, de sécurité, de manutention, etc. Et vérifier que les équipements soient aptes pour ces déplacements. Je dois être l'interface avec les autres services. Donc je dois communiquer, que ce soit avec les soignants, les médecins, les services techniques, les médicaux, et gérer des imprévus comme des examens de dernière minute. Moi, en tant que personne responsable, je dois aussi encadrer, former les nouveaux arrivants et suivre aussi ceux qui sont déjà là depuis des années et ne pas rester sur des acquis, mais être en perpétuelle évolution et formation dans ce qu'on fait, quoi. Et donc ça, c'est ton rôle à toi en tant que chef de service. Maintenant, est-ce que tu peux me parler aussi du quotidien de ton équipe finalement? Comment ça se passe tes journées d'avant-cardi? Alors les journées d'un brancardier, ce sont des journées qui sont rythmées, qui sont physiques, mais qui ont un côté profondément humain. Comme tu le disais, c'est un métier discret, mais c'est un métier qui est indispensable au bon fonctionnement de l'hôpital. J'entends par là que par journée, le brancardage peut faire en moyenne entre 250 et 300 courses. D'ailleurs, on a notre record qui est de 340 courses sur une journée. Donc le quotidien d'un brancardier, c'est ça, c'est comme tu l'as dit, dans l'ombre, mais c'est beaucoup de transferts. Les transferts, ça se fait en fauteuil, en brancard, en lit, en ambulant. Le brancardier, il vérifie le matériel, les isolements des patients, l'oxygène, il veille à que tout soit en ordre. Un brancardier aussi, il est amené à réagir aux imprévus. Mais ce qui ressort aussi de tout ça, comme je l'ai dit, c'est la relation humaine. C'est aussi rassurer le patient, être dans la bienveillance, dans l'empathie, dans le respect, garder le secret médical et aussi parfois accepter les souffrances et l'angoisse du patient. On est un maillon humain et discret. Et c'est quoi les moments les plus stressants finalement dans ton travail? Et aussi l'élément peut-être le plus gratifiant? Alors il y a des éléments stressants et
heureusement, il y a quand même des éléments gratifiants. Qu'est-ce que je pourrais ressortir de moments stressants? C'est à certains pics de la journée, quand on reçoit beaucoup de demandes sur une courte durée. Ça peut être plus stressant pour le brancardier. Ou quand l'état d'impatience dégrade, c'est aussi stressant. Euh, Parfois, le manque d'informations sur le patient. Ou la communication avec certains services à certains moments qui peuvent être un peu plus tendus, ce sont des choses qui pourraient mettre en stress. Mais on a aussi le côté gratifiant. Et ça, c'est ce qui met le baume au cœur. C'est souvent des remerciements des patients. Et le remerciement aussi de services hospitaliers. Ce à quoi je pense aussi, c'est quand un brancardier sent que son intervention a été bénéfique pour le patient. Et c'est surtout quand aussi les supérieurs nous accordent du temps et de l'attention et des remerciements. C'est souvent les moments gratifiants sont souvent des remerciements en fait. Mmh. Ça c'est gratifiant pour eux et on se sent utile. Ouais, j'imagine que c'est important aussi pour vous dans ce quotidien de recevoir des remerciements et être reconnu justement, à la hauteur de ce que vous pouvez faire. C'est ça. Et vous êtes un peu dans les coulisses, finalement, de l'hôpital. Est-ce qu'on vous oublie parfois? Alors on avait tendance à nous oublier, quand je suis arrivé, c'était plus un service qui était un peu dans l'ombre. Mais il faut savoir que le brancardage, c'est un service à part entière. C'est un service, de long, mais c'est, un rouage essentiel. Je l'ai déjà dit. Je pense que sans le brancardage, les soins ne circuleraient pas, correctement dans l'hôpital. Et c'est ce qui fait notre force. C'est un peu comme au théâtre, sans les coulisses, sans ceux qui déplacent les décors, il n'y a pas de spectacle. À l'hôpital, c'est pareil. Sans le brancardage, les examens ne s'enchaînent pas de la même manière, le bloc ne tourne pas, les urgences, peuvent s'enrayer. Encore une fois, heureusement que le contact humain est là, par, des paroles réconfortantes. Heu, comment comment on se sent? On se sent on se sent alors mis plus en lumière. Mais c'est vrai que je pense que le service tend de plus en plus à être reconnu comme un service à part entière. C'est vraiment dans ce que tu dis, c'est vraiment le point qu'on souligne, c'est cette relation justement avec les patients et l'humain qui est au centre de votre métier. Tu diriges une équipe, comment ça se passe finalement pour gérer différents aspects humains et que ce soit autant dans le métier que dans l'humain? Alors en ce qui concerne la manière de diriger l'équipe, j'essaie d'équilibrer entre, rigueur logistique et intelligence humaine. Comme tu dis, voilà, on a un côté le travail, ce qu'il y a à faire et le côté, gérer les humains. Donc il ne suffit pas de gérer que des déplacements, je dois fédérer, j'essaie de maintenir un bon climat, garantir une efficacité. Alors quand je parle d'organisation des transports, par rapport, à mon équipe, j'évite les trajets à vide, les les pas inutiles. J'essaie de minimiser le temps d'attente du patient et de répartir les missions, pour chaque brancardier de manière équitable. Au niveau de la communication aussi, j'essaie de maintenir les liens avec, les autres services, avec la direction et de faire des débriefs, heu, à la semaine avec mon équipe. D'où la station visuelle. Remerciement à Fatou. Et sinon, c'est être à l'écoute, des besoins et des demandes de mon personnel. J'essaie de parler, alors je suis une personne qui ne parle pas, excessivement, je parle peu, mais je parle juste. Et je vais sur le terrain, j'accompagne, j'aide et j'essaie d'être juste, avec tout le monde. Il faut aussi, reconnaître leurs efforts et pour, mon cas, je dois aussi, prendre des décisions, quoi. Ma vision de leur travail, c'est d'avoir, un cadre, mais que ceux-ci soient un peu en autonomie dans ce cadre, en fait. Afin qu'ils ne se sentent pas,
non plus, Qui ne se sentent pas isolés? qui ne se sentent pas isolés, mais qui se sentent, avec une certaine liberté, mais dans un cadre. Ça, c'est la vision que j'ai de leur travail, quoi. Est-ce que tu rencontres des défis en tant que responsable? Peut-être pour l'avenir aussi ou des choses dont tu es fier qui se sont mis en place depuis que tu es arrivé? On a eu certains défis, notamment, les tracteurs de lit. Donc c'est-à-dire ce sont des machines qui viennent, s'accrocher à un lit de patient. Donc ça, c'est plus, un nouveau moyen de se déplacer, de déplacer les patients. En termes de défis, on met en place un logiciel informatique qui répertorie les courses. Avant, tout se passait par ligne téléphonique. Avec le système, que l'on veut instaurer, eh bien ça arrive sur une interface directement. Nous avons eu un nouveau local et du nouvel équipement. À mon arrivée, j'ai organisé, un tracé des courses via le logiciel, c'était Excel. Je pense que ça, c'était le premier défi à mon arrivée, c'était un peu de mettre un peu plus de nouveauté dans le service, de cohésion et de suivi, et certainement un peu plus d'informatique dedans. Et en termes de défis humains, je pense qu'on a de plus en plus de contacts, proches avec la hiérarchie, et je pense que c'est fort, ressenti par les collègues et par l'équipe. Et sinon, on a plus de visibilité qu'auparavant, je pense, et plus de respect. Est-ce que ton métier t'a changé humainement grâce à ton expérience finalement acquise depuis que t'es arrivé? Je dois dire que oui, ça m'a quand même, assez changé parce que, voilà, ma fonction, elle touche à l'humain derrière le poste, en fait. C'est un changement de vision sur l'hôpital, sur le travail et sur moi-même. Ça a certainement changé mon sens des priorités. Ça m'a appris à gérer les urgences de la vie, ou à distinguer l'importance du secondaire et de la gravité des choses. Ça m'a aussi aidé, à plus m'ouvrir à l'autre, à analyser aussi plus rapidement les choses. On est confronté, à toutes sortes d'humains, à des gens aussi qui sont fatigués ou silencieux, parfois, dévastés. Et c'est quelque chose qui nous apprend à prendre un autre chemin dans la vie. Je pense que ça m'a ouvert à plus de patience et plus d'écoute. Ça m'a aussi donné une humilité face à la vie, et je pense que je suis plus sensible qu'avant, plus ancré, peut-être plus vrai aussi. Ça m'a ça m'a enseigné que l'essentiel n'est pas toujours dans le visible. Moi, je suis un peu plus souple, aussi plus réactif. Je suis plus figé dans le contrôle des choses. Ça m'a aussi appris à prendre de la maturité. Quand on prend soin d'une équipe, sans en être le centre, on devient un pilier invisible mais essentiel. C'est un métier qui te façonne, qui te centre et qui te rapproche des réalités brutes et qui te rend certainement plus humain qu'avant. Comment tu vois l'évolution de ton métier de brancardier dans le futur? Je pense que le métier évolue de jour en jour. Je pense qu'on tend dans le futur à être, de plus en plus en contact avec, l'intelligence artificielle, avec certainement de nouveaux logiciels qui vont apparaître, des logiciels de distribution de courses. Une évolution aussi dans la prise en charge. Tout à l'heure, je parlais de tracteurs de lit, donc ce sont des machines, qui poussent et tractent le lit à la place de l'humain. Donc je pense que, au final, peut-être que l'humain, en termes physiques, devra de moins en moins intervenir. Je pense qu'il aura peut-être plus de coordination et une régularité dans la logistique. Je pense qu'on devra maîtriser de plus en plus les outils numériques, la coordination entre les services, peut-être les suivis, inter-examens. Je pense que voilà, on sera de plus en plus, connectés.
longtemps à ça vers beaucoup d'autres métiers et je pense que le brancartage, en fera partie. Et t'as pas peur finalement que l'humain soit mis au second plan, avec toutes ces avancées qui pourraient intervenir? Je pense pas que l'humain passera au second plan. Je pense que toutes ces techniques, feront évoluer le travail, mais on aura toujours besoin d'humains. Quand la machine tombe en panne, il faut l'humain pour la réparer. Donc, peut-être qu'on aura moins besoin d'humains, mais je pense que les 2 sont indissociables. Il faut un humain pour intervenir, dans le processus et je pense que non, je pense aussi que les machines n'auront jamais, le ressenti et ne sauront jamais faire, un retour sur des angoisses. Donc je pense que l'humain sera toujours indispensable. C'est encore une fois, j'en ai parlé au début, on est aussi là pour accompagner les patients. Donc oui, je pense que l'intelligence ou ces moyens-là seront plus dans le développement du matériel, mais tout ce qui restera humain, reviendra humain. Dans ce changement, est-ce que tu arrives quand même encore à faire la part des choses? Entre, ton métier et ta vie perso, tu arrives encore à prendre soin de toi? Ouais, bien sûr, j'arrive à prendre soin de moi, j'ai la chance de pouvoir, assez vite déconnecter et après voilà, il y a des choses qui restent, mais une fois que je quitte l'hôpital, ce qui me recentre et ce qui me fait avoir envie de prendre soin de moi, c'est surtout ma famille. J'ai une femme et deux enfants et quand, je peux voir ce qui se passe, par rapport à certaines situations familiales ou à certains à certains états de santé, je me dis que moi, je suis en bonne santé, que mes enfants sont en bonne santé, que ma compagne l'est aussi et ça me fait beaucoup relativiser. J'ai besoin de cet ancrage familial et j'essaie de passer, le plus de temps possible avec ma famille. En dehors de ça, j'aime le sport, je pratique le sport, ça fait des années que je fais de la boxe et sinon j'aime me reconnecter avec, la nature. J'aime aussi les voyages, j'aime profiter, faire, des restaurants, goûter aux cuisines du monde. C'est quelque chose qui m'attire beaucoup et voilà. Sinon ce qui me fait déconnecter, c'est ma famille. On parlait, juste avant un peu plus de ta vie perso et des challenges que tu dois aussi te donner à toi-même. Tu peux m'en dire plus? Je sais notamment que tu avais eu un projet d'ascension du Mont Blanc, qui est un beau projet et que tu avais commencé. Tu peux m'en dire plus peut-être sur ce projet et sur d'autres projets de challenge que tu te mets à toi-même? Le projet Mont Blanc, c'était un projet et ça reste un projet, d'ailleurs, j'ai toujours dans l'idée d'aller planter le drapeau Elora au sommet. Donc comme je le disais, j'aime la nature, j'aime beaucoup la montagne. J'aime la montagne en été, en hiver et le Mont Blanc a été une manière, perso de vouloir, de vouloir accéder à une réussite. Seulement moi je suis un peu atypique et j'aime pas tout le temps les sentiers, balisés donc lorsque j'ai essayé de faire le Mont Blanc, déjà j'ai essayé de le faire en one shot, donc c'est-à-dire en une journée et en partant de l'altitude 0, donc c'est quelque chose qui n'était pas super évident. Par contre, déjà que c'est pas évident, j'ai essayé de le faire, en conditions un peu plus extrêmes, donc c'est-à-dire que le Mont Blanc était fermé et voilà, on est parti sur une expédition de 3 personnes, 3 personnes sur, les pentes du Mont Blanc. Malheureusement, les conditions étaient quand même assez, périlleuses, beaucoup de neige, cette année-là, donc on a dû faire un stop à 3 150 mètres. Mais voilà, à savoir que je pense que c'était une expérience, très enrichissante parce qu'au final, voilà, il y a pas le sommet, mais on était qu'à 3 sur les pentes et voilà, la vue, magnifique, le silence et c'était surtout, un peu plus challengeant d'essayer de faire le Mont Blanc et dans ces conditions. Comme je l'ai dit, je pratique, la boxe, donc essayer encore de faire peut-être, quelques combats. J'ai aussi, ce qui est marrant puisqu'on en revient
au numérique et puis à l'image aussi. Là, j'ai l'opportunité de jouer le rôle d'acteur dans un court-métrage. Donc pour l'instant, j'en dis pas plus. Je vais pas dévoiler le scénario, mais voilà, si là vous m'avez en audio, peut-être que bientôt vous allez pouvoir me voir via les écrans. Non, c'est bien, c'est un teaser. Ouais, c'est ça. Je dévoilerai pas tout, je vais pas spoiler non plus. Et sinon, non, je pense que voilà, je suis quelqu'un qui aime les voyages, profiter, et surtout, voilà, la nourriture, le contact avec les gens. Mais si je devais vraiment ressortir quelque chose qui me fait quand même vibrer, c'est de savoir m'occuper de ma famille, de mes enfants. C'est une des, je sais pas si c'est vraiment un challenge, hein, mais je pense que voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai envie de voir mes enfants grandir correctement. J'ai envie d'être un père présent. J'ai envie euh, d'être à la hauteur de ce rôle. Donc Peut-être ton plus beau challenge finalement. c'est peut-être le plus beau, c'est peut-être le plus long, mais voilà, plus le combat est long et plus la victoire est belle. Donc pour moi, c'est voilà, c'est aussi un challenge. Ouais, c'est ça. Ben, merci beaucoup en tout cas, Brian, pour ton temps, d'avoir accepté notre invitation. Je, je voulais remercier, donc je voulais te remercier d'avoir pensé à nous. Je voulais remercier les personnes qui nous donnent l'opportunité de pouvoir mettre en avant le service. Là, voilà, vous n'avez que ma voix, mais je pense parler pour toutes les personnes de mon équipe. Remerciements à vous et puis merci pour le suivi et merci pour l'avenir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Vibes. Aujourd'hui, on a suivi les pas discrets mais essentiels d'un chef de service de brancardage, une plongée dans un métier souvent invisible mais profondément humain. Si cet épisode vous a touché, inspiré, vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à le partager autour de vous. En tout cas, nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Vibes, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font vibrer les CHU et Laura.